Documentation sur le coronavirus Covid-19. Source site du gouvernement français et Santé France Monde. Qu'est-ce que le coronavirus Covid-19? Depuis janvier 2020, une épidémie de coronavirus Covid-19, ex-2019 s'est propagée depuis la Chine. Retrouvez sur cette plateforme toutes les réponses officielles aux questions que vous vous posez sur ce qu'est le coronavirus Covid-19 et les recommandations pour votre santé et votre vie quotidienne. Face à l'épidémie, il existe des gestes simples pour préserver votre santé et celle de votre entourage. Se laver les mains très régulièrement. Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir. Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades. Utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter. Éviter les rassemblements, limiter les déplacements et les contacts. Qu'est-ce que le coronavirus Covid-19? Les coronavirus sont une grande famille de virus, qui provoquent des maladies allant d'un simple rhume. Certains virus saisonniers sont des coronavirus, à des pathologies plus sévères comme le MERS-CoV ou le SRA. Le virus identifié en janvier 2020 en Chine est un nouveau coronavirus. La maladie provoquée par ce coronavirus a été nommée SARS-CoV-2 par l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Depuis le 11 mars 2020, l'OMS qualifie la situation mondiale du Covid-19 de pandémie, c'est-à-dire que l'épidémie est désormais mondiale. Quels sont les symptômes du coronavirus Covid-19? Les symptômes principaux sont la fièvre ou la sensation de fièvre et des signes de difficulté respiratoire de type toux ou essoufflement. Existe-t-il un vaccin? Il n'existe pas de vaccin contre le coronavirus Covid-19 pour le moment. Plusieurs traitements sont en cours d'évaluation en France, en lien avec l'OMS pour être utilisés contre le coronavirus Covid-19. Dans l'attente, le traitement est symptomatique. Quant au traitement par la chloroquine, les avis sont bien partagés. Voici ce qu'en dit Hélène de Planck dans une publication du 18 mars courant. Remède miracle pour les uns, médicaments aux effets secondaires trop dangereux pour les autres. Les traitements contre le Covid-19 à base de chloroquine, un antipaludique, avaient été écartés mi-février, après une étude chinoise trop peu détaillée. Convaincu de son efficacité, le professeur marseillais Didier Raoult a pourtant lancé son propre essai clinique il y a quelques jours. Et les résultats semblent prometteurs. La chloroquine, ce traitement contre le paludisme utilisé depuis la fin des années 40 serait-il finalement le remède au Covid-19? C'est en tout cas ce que soutient Didier Raoult, infectiologue et membre du conseil scientifique mis en place par le gouvernement. La prise d'anti-inflammatoires, ibuprofène, cortisone, pourrait être un facteur d'aggravation de l'infection. De manière générale, l'automédication par anti-inflammatoire doit être proscrite. De plus, il semblerait que les anti-inflammatoires pourraient être un facteur d'aggravation de l'infection. Ainsi, dans le cas d'une infection au coronavirus Covid-19, le paracétamol est recommandé. Si vous êtes déjà sous anti-inflammatoire ou en cas de doute, demandez conseil à votre médecin. Comment se transmet le coronavirus Covid-19? La maladie se transmet par les gouttelettes, sécrétions projetées lors d'éternuements ou de la toux. On considère donc qu'un contact étroit avec une personne malade est nécessaire pour transmettre la maladie. Même lieu de vie, contact direct à moins d'1 mètre lors d'une toux, d'un éternuement ou une discussion en l'absence de mesures de protection. Un des autres vecteurs privilégiés de la transmission du virus est le contact des mains non lavées. C'est donc pourquoi les gestes barrières et les mesures de distanciation sociale sont indispensables pour se protéger de la maladie. Quel est le délai d'incubation de la maladie? Le délai d'incubation, période entre la contamination et l'apparition des premiers symptômes. Le délai d'incubation du coronavirus Covid-19 est de 3 à 5 jours en général, il peut toutefois s'étendre jusqu'à 14 jours. Pendant cette période, le sujet peut être contagieux, il peut être porteur du virus avant l'apparition des symptômes ou à l'apparition de signaux faibles. D'où vient le coronavirus Covid-19? Les premières personnes à avoir contracté le virus s'étaient rendues au marché de Wuhan dans la province de Hubei en Chine.
Une maladie transmise par l'animal, zoonose, est donc privilégiée mais l'origine n'a pas été confirmée. Le virus a-t-il muté? Ce jour il n'existe pas d'argument scientifique suffisamment robuste en cette faveur. Les travaux de recherche se poursuivent aujourd'hui pour mieux connaître le virus. Il convient de rappeler que la grande majorité des mutations des virus sont neutres, et le reste plus souvent bénéfiques pour l'homme que l'inverse. En effet, dans la majorité des épidémies, les virus évoluent vers moins de dangerosité mais plus de diffusion. Grâce aux moyens de détection et aux mesures de lutte contre le coronavirus, la circulation de la souche L, plus sévère et donc plus facilement détectable, tend à diminuer. Peut-on attraper la maladie par l'eau? À ce jour, il n'a pas été rapporté de contamination par l'eau. Cette maladie est à transmission interhumaine par la voie des gouttelettes, tout, éternuement. La source originelle du virus n'est pas encore identifiée mais semble d'origine animale. Existe-t-il des risques liés aux animaux domestiques, d'élevage et familiers? Il n'existe aucune preuve que les animaux domestiques jouent un rôle dans la propagation coronavirus Covid-19. De plus, le passage du coronavirus Covid-19 de l'être humain vers une autre espèce animale semble peu probable. Existe-t-il des risques liés aux aliments? Au vu des informations disponibles, le passage du coronavirus Covid-19 de l'être humain vers une autre espèce animale semble actuellement peu probable, et la possible contamination des denrées alimentaires d'origine animale, DAOA, à partir d'un animal infecté par le Covid-19 est exclue. Les aliments crus ou peu cuits ne présentent pas de risque de transmission d'infection particulier, dès lors que les bonnes règles d'hygiène habituelles sont respectées lors de la manipulation et de la préparation des denrées alimentaires. Y aura-t-il une seconde vague de virus qui touchera les plus jeunes? Les mesures annoncées par le président de la République ont pour objectif freiner la progression de l'épidémie. Dès lors, la vitesse de propagation du virus se ralentit et permet de limiter le nombre de personnes atteintes en même temps par le virus. Dans cette stratégie, le type de personnes atteintes par le virus et la répartition des cas simples, notamment en fonction de l'âge ou de l'existence de plusieurs maladies, n'est pas modifié. Les études internationales nous montrent que si les personnes fragiles sont les plus à risque de développer une forme grave d'infection au coronavirus, l'ensemble de la population peut également être concernée. La notion de seconde vague évoquée par le président de la République se fonde sur les observations scientifiques montrant que les sujets jeunes, au début de leur contamination, présentent des symptômes peu graves, mais qu'après environ une semaine d'évolution, certains présentent des atteintes plus sévères, nécessitant de possibles hospitalisations. Comment s'organise la recherche autour du virus en France? Le président de la République a fait un point avec des médecins, des scientifiques, des responsables de laboratoires mobilisés pour la recherche contre le coronavirus et les responsables du consortium REA-Setting, coordonné par l'INSERM mais placé sous l'égide d'Avisan, l'Alliance de recherche en sciences du vivant et santé, et mandaté par le gouvernement pour coordonner l'effort de recherche. Le monde de la recherche est totalement mobilisé. Afin de soutenir l'effort de recherche, le ministère des Solidarités et de la Santé et le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation ont annoncé le 5 mars 2020 débloquer 5,5 millions d'euros supplémentaires dédiés au soutien et à la coordination de la réponse scientifique à la propagation du virus, portant l'effort global à 8 millions d'euros. De nombreux programmes français et européens et des essais cliniques sont en cours afin d'améliorer le diagnostic, la compréhension et la prise en charge de cette maladie. Par ailleurs, des équipes travaillent sur plusieurs pistes de traitement à Paris, Marseille ou encore Lyon, les protocoles ont commencé. Des équipes sont également à pied d'œuvre pour inventer un vaccin, qui pourrait voir le jour dans les prochains mois. Quelle est la stratégie des autorités sanitaires pour les tests ? En phase épidémique, le principe est de ne plus tester systématiquement. Il n'y a pas de droit à être dépisté, et pas d'avantage particulier à le faire pour la population générale. Après consultation du Haut Conseil de santé publique, HCSP, les tests ne seront plus réalisés de manière systématique et seront destinés en priorité à 4 types de populations. Les personnes fragiles, confèrent liste,
présentant des symptômes évocateurs du Covid-19, à risque de développer des complications. Les 2-3 personnes présentant des symptômes évocateurs du Covid-19 dans les structures médico-sociales, notamment les maisons de retraite, et dans les structures collectives hébergeant des personnes vulnérables, pour prendre des mesures immédiates afin d'éviter une transmission entre les résidents. Les personnes hospitalisées présentant des symptômes évocateurs de Covid-19 car il faut pouvoir comprendre rapidement l'état du patient et éviter les transmissions. Les professionnels de santé présentant des symptômes évocateurs de Covid-19. Pourquoi ne plus tester tous les patients avec symptômes ? Devant l'augmentation du nombre de cas, la recherche systématique de contact est devenue inutile. Tester tous les patients présentant des symptômes conduirait à saturer la filière de dépistage alors que pour les cas graves et les structures collectives de personnes fragiles, le dépistage permet toujours de prendre des mesures immédiates, par exemple pour prévenir la diffusion du virus au sein d'un hôpital lorsqu'un patient est hospitalisé. Le décompte des cas ne se fonde plus uniquement sur les cas diagnostiqués biologiquement, mais sur des estimations épidémiologiques, comme cela se fait pour la grippe tous les ans, nombre de consultations, nombre de cas graves ou de décès. Ces modifications reflètent donc une volonté d'adapter la réponse en fonction de l'évolution de la propagation du coronavirus dans les différents territoires. Comment se passent les tests ? Pour les populations concernées, confère question précédente, il y a plusieurs possibilités de tests. Pour les patients diagnostiqués à l'hôpital ou avec signe de gravité, ces tests seront réalisés dans les hôpitaux. Pour les autres patients répondant aux critères de dépistage, il est possible d'être testé dans les laboratoires en ville, après contact du médecin traitant et prescription médicale. Les prélèvements seront réalisés à domicile. Il ne faut en aucun cas se rendre directement dans les laboratoires de biologie, mais les appeler au préalable, et seulement si on a une prescription médicale, car il existe un grand risque de contaminer d'autres malades, notamment les plus fragiles. Concernant les patients non testés, ils seront diagnostiqués Covid-19 sur signe clinique par un médecin. Les modalités de prise en charge médicale entre patients testés ou non restent identiques. J'ai des symptômes, toux, fièvre, qui me font penser au Covid-19, je reste à domicile, j'évite les contacts, j'appelle un médecin avant de me rendre à son cabinet ou j'appelle le numéro de permanence de soins de ma région. Je peux également bénéficier d'une téléconsultation. Si les symptômes s'aggravent avec des difficultés respiratoires et signes d'étouffement, j'appelle le service d'aide médicale d'urgence Centre 15. Qui est considéré comme une personne à risque. Les personnes âgées de 70 ans et plus. Les patients présentant une insuffisance rénale chronique dialysée, une insuffisance cardiaque stade NIA 3 ou 4. Les patients aux antécédents cardiovasculaires, hypertension artérielle compliquée, antécédents d'accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NIA 3 ou 4. Les diabétiques insulinodépendants non équilibrés ou présentant des complications secondaires à leur pathologie. Les personnes présentant une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d'une infection virale. Les patients présentant une insuffisance rénale chronique dialysée. Les personnes avec une immunodépression congénitale ou acquise, médicamenteuse, chimiothérapie anticancéreuse, immunosuppresseur, biothérapie et barre oblique ou une corticothérapie à dose immunosuppressive, infection à VIH non contrôlée avec des CD4-200 barre oblique même consécutive à une greffe d'organes solides ou de cellules souches hématopoïétiques, atteint d'hémopathie maligne en cours de traitement, présentant un cancer métastasé. Les malades de cirrhose au stade B au moins. Les femmes enceintes à partir du 3e trimestre de grossesse. Les personnes présentant une obésité morbide, indice de masse corporelle 40 kg par mètre carré. Quel comportement individuel adopter face au coronavirus ? Si je n'ai pas de symptômes, j'applique les gestes barrières, je me lave les mains très régulièrement, je tousse et j'éternue dans mon coude, j'utilise des mouchoirs à usage unique, je salue sans serrer la main et j'évite les embrassades, je réduis mes sorties au strict nécessaire, travail, si télétravail impossible, courses et visites médicales indispensables.
Si je n'ai pas de symptômes mais que j'ai eu un contact étroit ou je vis avec une personne malade du Covid-19, je m'isole à domicile, je réduis strictement mes sorties sauf pour ravitaillement alimentaire, j'applique les gestes barrières, je me lave les mains très régulièrement, je tousse et j'éternue dans mon coude, j'utilise des mouchoirs à usage unique, je salue sans serrer la main et j'évite les embrassades, je prends ma température 2 fois par jour et j'auto-surveille les symptômes de la maladie, je fais du télétravail. Si je suis un professionnel de santé ne présentant pas de symptômes mais que j'ai eu un contact avec une personne malade du Covid-19 en l'absence de mesures de protection appropriées, je m'auto-surveille en prenant ma température 2 fois par jour, j'applique les gestes barrières, je me lave les mains très régulièrement, je tousse et j'éternue dans mon coude, j'utilise des mouchoirs à usage unique, je salue sans serrer la main et j'évite les embrassades, je porte un masque sur mon lieu de travail et avec les malades pendant 14 jours, je contacte un médecin et me fais tester systématiquement en cas d'apparition de symptômes. Si j'ai des symptômes évocateurs de Covid-19, toux, fièvre, difficultés respiratoires, j'appelle mon médecin traitant ou un médecin par téléconsultation, je n'appelle le 15 que si j'ai des difficultés respiratoires ou si j'ai fait un malaise, je m'isole strictement à domicile. Je me fais tester uniquement si je suis une personne fragile ou à risque, si je présente des signes de gravité, si je suis déjà hospitalisé, si je suis un professionnel de santé, si je suis une personne fragile en structure collective, EHPAD, handicap. Les tests en ambulatoire, avec prélèvement à domicile, sont possibles. Si je n'appartiens à aucune de ces catégories, un médecin effectue le diagnostic sur signes cliniques. Si je suis testé positif ou si je suis diagnostiqué cliniquement, je reste strictement à domicile, si j'ai un rendez-vous médical indispensable je porte un masque pour m'y rendre. En cas de difficulté respiratoire, j'appelle le 15. Je me fais prescrire un arrêt de travail par mon médecin. Selon ma situation, je m'auto-surveille, ou mon médecin met en place un protocole de surveillance. Mon isolement sera levé 48 heures après la résolution complète des symptômes. Si j'ai des symptômes évocateurs de Covid-19, toux, fièvre, difficultés respiratoires, j'appelle mon médecin traitant ou un médecin par téléconsultation, je n'appelle le 15 que si j'ai des difficultés respiratoires ou si j'ai fait un malaise, je m'isole strictement à domicile. Je me fais tester uniquement si je suis une personne fragile ou à risque, si je présente des signes de gravité, si je suis déjà hospitalisé, si je suis un professionnel de santé, si je suis une personne fragile en structure collective, EHPAD, handicap. Si je n'appartiens à aucune de ces catégories, un médecin effectue le diagnostic sur signes cliniques. Les tests en ambulatoire sont possibles. Si je suis testé positif ou si je suis diagnostiqué cliniquement, je reste strictement à domicile, si j'ai un rendez-vous médical indispensable je porte un masque pour m'y rendre. En cas de difficulté respiratoire, j'appelle le 15. Je me fais prescrire un arrêt de travail initial d'une durée de 7 à 14 jours, entre le 6e et le 8e jour j'ai un avis médical, à distance, pour faire surveiller mes symptômes. En fonction de mon état je renouvelle cet arrêt pour 7 jours supplémentaires. Mon isolement sera levé 48 heures après la résolution complète des symptômes. Si je suis testé négatif, je continue d'appliquer les gestes barrières, je me lave les mains très régulièrement, je tousse et j'éternue dans mon coude, j'utilise des mouchoirs à usage unique, je salue sans serrer la main et j'évite les embrassades, et je limite mes déplacements au strict nécessaire. Si je suis un professionnel de santé et que je présente des symptômes évocateurs du Covid-19, toux, fièvre, difficultés respiratoires, je contacte mon médecin, le médecin de ma structure de soins ou un médecin par téléconsultation. Je n'appelle le 15 que si j'ai des difficultés respiratoires. Je m'isole strictement à domicile et je me fais tester systématiquement. Si je suis positif, je m'isole strictement. Si je suis négatif, je peux continuer le travail. Dois-je porter un masque? Le port du masque chirurgical n'est pas recommandé sans présence de symptômes.
Le masque n'est pas la bonne réponse pour le grand public car il ne peut être porté en permanence et surtout n'a pas d'indication sans contact rapproché et prolongé avec un malade.